pour les gens qui... de toute façon, vous devez autoriser, je pense, de toute façon, ou refuser pour pouvoir être... parce que tout ce que vous allez dire va être retenu contre vous, évidemment. Donc, c'est ça la vie. Hein. Ça ne sera pas très long. Je suis en train de finaliser les trucs. Là. Je me sens très improvisé. Tiens. Je me sens comme... y en a-tu qui ont suivi ça pendant la pandémie? On jase de RDS? Non. Avec C'était quoi le Yannick but? Lévesque, puis... avec Yannick Lévesque, puis... voyons, j'oublie son nom. Journaliste... C'était quoi le concept, en gros? Ben, en gros, On jase, c'est une émission à RDS pour jaser de tout en lien avec le sport. Puis c'était dans une occasion de jaser sur l'heure du lunch, dans le fond, avec des gens de partout. Il y a quasiment 2000 personnes à un moment donné qui suivaient ça religieusement à Oh my tous les God. jours pendant la pandémie, dont moi, qui suivais ça à l'occasion, surtout après les landing games là, de hockey. Comment le Canadien hier soir, que pensez-vous de sa performance? C'est pas un sujet, évidemment. C'était brise-glace. Un bon brise-glace. Oui. Je connais rien au hockey. J'ai le hockey. Ils ont dû gagner au moins. Ben oui, ils ont gagné. Ils ont eu un très bon match hier en plus avec tout ça. Fait que j'essaie de voir si ça fonctionne. Le test ultime avec Facebook. Marie-Gabrielle, je peux-tu te demander, s'il te plaît, via ton cellulaire ou quelque chose, de juste checker pour le fun de la page Facebook du pôle? Si ça fonctionne en live, moi aussi, je vais l'essayer. De mon bord, mais je suis comme en... comment dire? Directement. Ah, ça marche! Ça marche! Wow, je capote ma vie. Ah, c'est où tu le vois, toi? Ça marche-tu ou ça marche pas? Ben, moi, je le vois pas, là. OK, attends un petit peu. Non. Y a-t-il une pastille rouge au-dessus du... Non? Je sais pas, y a-t-il quelqu'un d'autre qui regarde? Oui, je sais, mais moi, je suis pas super habituée avec les lives. En tout cas, je suis allée sur la page Pôle d'économie sociale. Là, je scrolle un petit peu. Il n'y a pas de cercle rouge, hein, c'est ça? Non. OK, parfait. C'était juste un test, je pense. Fait que je vais aller dans le... Je vais aller faire le vrai truc, c'est ça. C'était probablement juste un... OK, c'est ça. Parce que je voulais comme pas lancer sans que ça ait dans la nouvelle expérience Live Producer. OK, fine. C'est pas bien long. Hey, désolé, c'est un peu... Ben, en attendant, je peux laisser céder la parole à mes collègues s'ils veulent prendre le temps de se présenter dans le fond. Bonjour. Alors, je vais laisser la parole peut-être à... J'ai Célia à côté qui a la bouche pleine, par contre. Sinon, Marie-Gabrielle, si tu veux prendre la balle au bas. Ouais, je vais lui laisser une chance. Je me suis mis en badigeonné en bannière, comme vous voyez ici en arrière, pour qu'on montre un petit peu le professionnalisme dont on fait part ici. Donc, je te laisse aller, Marie-Gabrielle. Désolée, j'arrête de parler. Ben non, il n'y a pas de problème. Ben, enchantée. Moi, c'est Marie-Gabrielle. Je suis nouvelle pour le pôle d'économie sociale. Dans le fond, mon but, j'ai 2 missions, si on veut. C'est service aux membres, donc être à l'écoute de nos membres pour les aider dans leur mission sociale, puis à les faire valoir et briller. Puis mon deuxième rôle, c'est de promouvoir l'émergence chez les jeunes de 15 à 29 ans. Donc, le volet sismique. Voilà, c'est rapide, là. Il y a beaucoup plus, mais c'est ça l'important. C'est tellement rapide que j'ai à peine fini ma bouchée. Je m'excuse. Moi, je m'appelle Célia Corbeau, je m'occupe de l'émergence au pôle, puis on a un beau laboratoire qui s'appelle Élabore que j'anime fièrement avec Marie-Gabrielle. Voilà. Yes! Puis moi, je suis directeur général. Moi, j'anime cette bande de joyeux galurons sur l'ensemble du territoire de la Montérégie-Ouest. Et je suis arrivé, moi, en poste en 2017, oui. La mémoire des fois me fléchit un peu par rapport à tout ça. Alors, nous sommes en direct sur Facebook. Ça a sonné très drôle, cette affaire-là. J'ai comme de l'émotion par rapport à ça. Donc, juste vérifier que ça fonctionne. Pouvez-vous me confirmer, s'il vous plaît, si le live Facebook fonctionne, quelqu'un? S'il y a des likes sur Facebook ou peu importe. OK. Écoute, moi, je le vois vraiment pas. Ah oui, je le vois. Oui, je le vois. Ça vient de starter à l'instant. Yes.
On va laisser la chance aux gens. C'est une première expérience sensorielle. Allons-y, Disons-le comme allons-y. ça. Oui, allons-y, comme on dit. Alors, bonjour, bienvenue à ce midi, discussion sur qu'est-ce que l'économie sociale. Donc, votre rendez-vous annuel qui est rendu une coutume désormais qu'on prenne un dîner en plein mois de novembre, de froideur de novembre avec vous pour vous accompagner sur votre heure de lunch. Donc, on vous remercie énormément de faire confiance, que ça ne va pas être trop indigeste, cette conversation-ci. Bien au contraire, notre but ce midi, c'est de vous animer, donc une petite discussion par rapport à cela. Puis j'ai quelques petites choses en réserve à vous projeter, vous présenter, vous offrir en termes de référencement par rapport à l'économie sociale. La première des choses à savoir, c'est l'économie sociale, qu'est-ce que c'est ça? D'où ça part, d'où ça vient? Qui a décidé un grand jour? Y a-t-il un grand sage quelque part dans la préhistoire économique qui a décidé que ça devait exister, tout ça? Ben, un des trucs qui est en fait commun, si on veut, qui a été documenté par rapport à l'économie sociale, c'est que l'économie sociale, en fait, est née le jour où le capitalisme est né, en fait. Parce que concrètement, l'économie sociale a toujours été un peu une mouvance, dans le fond, justement, capitaliste à l'origine, dans l'optique d'une chose très précise, c'est-à-dire que tout ne doit pas être réduit à un signe de pièce. Hein, parce que c'est le fun d'avoir de l'argent, c'est le fun de gagner sa vie, tout ça. Mais ultimement, ce que le capitalisme, en fait, a causé comme effet secondaire, en quelque sorte, c'est évidemment de transformer tout ce qui est produit, tout ce qui est présent, dans le fond, sur la planète, réduire ça, dans le fond, à un signe de pièce. Puis ça, c'est Joseph Stiglitz, d'ailleurs, moi, je cite, en fait, Joseph Stiglitz, grand économiste, d'ailleurs, qui est très bien reconnu sur la scène internationale pour ce genre de vision par rapport à l'économie sociale, justement. Comme quoi, justement, on est rendu à une certaine croisée des chemins sur le plan du développement économique international, national et local aussi, à ce niveau-là. Et la mondialisation, en fait, puis c'est un peu ça que je voulais en venir, c'est un peu la manifestation ultime, en fait, du capitalisme sauvage, justement, parce que ça fait en sorte que partout dans le monde, en fait, tous les gens sont en compétition les uns avec les autres, dans une optique purement d'engranger des profits, d'engranger un maximum de redevances à des actionnaires. Et donc, l'économie sociale s'inscrit complètement en porte-à-faux par rapport à ça, complètement à l'opposé, dans une optique principale où on doit ramener l'humain, dans le fond, au cœur de l'économie. Et l'économie sociale, justement, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est deux grands concepts, en fait, qui s'entrecroisent, qui s'entrechoquent. Donc, l'économie ou l'économique, c'est-à-dire l'organisation de la production de biens et de services sur le plan, dans le fond, de l'écosystème et de l'échiquier local, national, international, justement. Donc, ça, c'est l'économie en soi, une définition que j'ai un peu improvisée, mais qui vient de toutes les connaissances qui, ma foi, ça part de loin. Hein? Quand on parle apprendre à qu'est-ce que c'est l'économie, je pense à ça, puis je me dis, dès le secondaire, il me semble on parlait déjà un petit peu d'essayer de comprendre ça, sans trop savoir exactement c'était quoi, ou si on veut, l'implication de ça, en quelque sorte, de qu'est-ce que c'est l'économie concrètement. Et d'autre part, ben, tout le côté social, en fait. Social, en fait, c'est quoi? Ben, c'est la question de justement ramener ça à un rapport humain. Donc, l'économie sociale, en fait, c'est l'organisation de la production économique, mais dans une optique qu'au lieu de mettre la pièce au cœur du projet économique, ben, c'est l'humain, au final, qu'on vient juxtaposer à la place du signe de pièce. Donc, on veut renforcer justement les relations entre humains pour justement développer davantage des produits et des services. Puis on veut surtout que la finalité de l'entreprise, ce soit avant tout la réponse à la question suivante, c'est-à-dire est-ce qu'on améliore les conditions de l'être humain au final à travers tout ça. Puis franchement, ben, l'économie sociale, quand on regarde à gauche et à droite les modèles qui existent, c'est un peu ça aujourd'hui, mon intention, si vous le souhaitez bien avec moi, en fait, c'est notamment de découvrir des modèles inspirants qui existent déjà dans l'écosystème, notamment de la Montérégie-Ouest. Hashtag ou slash plutôt, je ne suis pas bon avec les cycles informatiques, mais slash Vallée du Haut-Saint-Laurent. Et ça, pourquoi, dans le fond, les gens se demandent, ben, qu'est-ce que c'est ça? Pour l'économie sociale, Vallée du Haut-Saint-Laurent, ben, en fait, c'est ça, c'est que nous, on est une entité qui a déjà existé autrement dans un autre contexte organisationnel qui s'appelait la CRI, Vallée du Haut-Saint-Laurent, donc la Conférence régionale des élus. Il y avait une commission d'économie sociale qui existait depuis un des administrateurs médias 2010, puis je pense que c'est même avant ça. Et dans le fond, l'OBNL, ou l'entité pôle d'économie sociale, avait déjà existé
à l'époque. Et en 2015, lorsque la CRI a terminé son mandat, a été, dans le fond, relégué aux oubliettes, ben, l'OBNL existait encore déjà à cette époque-là. Donc, il a été, depuis 2015, dans le fond, développé davantage comme étant l'organisation de référence par rapport à l'économie sociale, ce que vous voyez ici d'ailleurs. Donc, le réseau des entreprises, là, il est à l'envers, je pense. Là. En tout cas, le réseau des entreprises d'économie sociale de la vallée du Haut-Saint-Laurent, il est à l'envers pour moi. C'est ça, parce que ma caméra, elle me shoot des tours des fois. Donc c'est ça. Donc, le pôle d'économie sociale, c'est une entité qui existe depuis déjà quand même 2015, mais qui a été, c'est ça, peut-être pas aussi intensément déployée en fait sur le territoire, malgré tout, à travers les années. Donc, depuis 2015, cette entité-là, merveilleuse, essaie de faire son possible afin de faire rayonner l'économie sociale sur le territoire de la vallée du Haut-Saint-Laurent, essayer de renforcer également aussi les entreprises d'économie sociale. Nous essayons également de faire tout notre possible pour pouvoir bien outiller l'écosystème afin de mieux comprendre qu'est-ce que c'est concrètement. C'est ça, les promoteurs, les porteurs de projets par rapport à l'économie sociale. Là, si je m'en vais fouiller dans mon furteur, voyez-vous mon furteur, vous, en ligne? Ça, c'est une question. Je ne sais pas si vous êtes connecté sur la vidéo qui diffuse en ce moment. Je ne sais pas si je clique sur mon écran, est-ce que ça partage mon écran? Ça a l'air de partager juste, comment dire, Pour l'instant, c'est juste Zoom. nos... Oui, c'est ça, exactement. Super, fait qu'on jase entre nous. C'est excellent. Merci, Célia, d'avoir liké notre publication live Facebook. Bien ça, je pense que ça, honnêtement, je pense que je vais m'habituer de plus en plus à cette opportunité-là de pouvoir être présent sur les médias sociaux. Hein. Si c'est pas si difficile que ça va être intéressant de le tester dans le futur. Donc, sans plus tarder, bon, je m'égare un peu. L'économie sociale au Québec, je vais vous déposer un petit lien dans le chat. Puis pour les gens qui nous regardent sur les médias sociaux, ben, pourraient aller le regarder. Je vais simplement vous inviter, dans le fond, à faire une recherche Google puis de taper « Loi économie sociale ». Donc, effectivement, au Québec, depuis 2013, il existe une loi sur l'économie sociale. Puis pour faire un parallèle avec mon petit bloc historico-pratique pour essayer de comprendre d'où ça vient, tout ça. Ben, en fait, on a quand même dû attendre. On s'entend que les capitalistes, ça fait très longtemps que ça a été construit, en fait, en termes de concept, en termes de développement, dans le fond, des nations. Ça date du 7e, 18e siècle, l'ère, dans le fond, de l'industrialisation. Puis même, il y a des références historiques antérieure à ça. Mais si on s'entend dans l'ère moderne, en fait, toute la phase industrialisation a été le gros coup marquant par rapport à justement l'instauration du capitalisme. Et donc, l'économie sociale, en fait, a déjà émergé un peu en porte-à-faux, je pourrais dire, ou surtout en réponse au fait que le capitalisme laissait de côté plein de pans de la société, tout ce qui était l'organisation justement du soutien social, tout ce qui était l'organisation de comment est-ce qu'on dessert davantage justement les gens qui n'ont pas les moyens nécessairement d'acquérir des biens de base autant que se nourrir, se vêtir puis se loger. Donc, il y avait déjà antérieurement des expériences par rapport à des coopératives. Le modèle coopératif, en fait, est né depuis très, très, très longtemps. D'ailleurs, bien que plusieurs critiques s'adressent à cette entité-là et cette organisation-là, on s'entend qu'avec Desjardins, c'est la première entreprise d'économie sociale au Québec, en fait, qui est née justement au siècle, pas le dernier, mais l'autre d'avant. Donc, il y a 2 siècles déjà, dans les années 1800 et quelques, à peu près. Puis c'était justement pourquoi ça a été créé, constitué Desjardins, mais c'était en réaction justement au capitalisme sauvage. C'était la femme d'Alphonse Desjardins, en fait, qui voyant que les gens, en fait, avaient très peu d'économie, très peu de capacité de pouvoir se construire un petit capital à échelle humaine pour pouvoir faire de l'épargne, puis pouvoir, après ça, justement, s'émanciper en tant que citoyen et que peuple. Ben, on décidait, en fait, de fonder justement la grande coopérative financière Desjardins, qui devait, dans le fond, contrer les banquiers de la rue Saint-Jacques. À l'époque, c'était la BMO, c'était d'autres banques, la Banque Royale notamment, par rapport à ça. Donc, de s'inscrire dans un écosystème, justement, banquier, dans une optique d'aider les gens, dans le fond, citoyens qui n'avaient pas nécessairement des gros actifs ou des grosses capacités d'économie. Et ce système-là, en fait, ben, étonnamment, c'est drôle, hein, mais ça existe encore aujourd'hui Desjardins, justement, parce que ça prouve que cette force-là, en fait, de la collectivisation des besoins, le coopératisme aussi, font en sorte que, dans le fond, ça existe depuis le temps parce que c'est justement très pratique. Ça répond à un besoin essentiel, dans le fond, de nos collectivités. Et ça pour dire, au final,
Desjardins, donc, qui est encore existant aujourd'hui et c'est un modèle qui fait école partout dans le monde. En fait, beaucoup d'autres pays se sont inspirés du modèle de Desjardins pour construire du microcrédit, construire qu'est-ce qui était aussi des modèles coopérants, en fait, de banque, des systèmes bancaires ailleurs dans le monde. Je pense qu'en Inde, d'ailleurs, il y a un système coopérant bancaire qui existe, collé un peu sur la question du microcrédit à ce niveau-là. Donc, bref, sans badiner puis aller inventer n'importe quoi. Je m'en tiens au fait que, justement, Desjardins, effectivement, c'est un modèle, en fait, qui est bien inscrit au niveau international. Et donc, pourquoi je vous ai mis la loi sur l'économie sociale? Bien, c'est intéressant parce que la loi, c'est la première fois au Québec, en 2013, qu'on a dit, OK, on va arrêter de faire du bruit autour d'un concept qui est comme pas clair pour peut-être 90% de la population et on va instaurer donc une loi qui va venir baliser. C'était ça l'intention principale derrière la loi, c'était baliser et donc comprendre qu'est-ce que l'économie sociale, qu'est-ce que sont, dans le fond, les entreprises qui font partie de cet écosystème merveilleux et c'est quoi, justement, un peu les limites de cette bande de patinoire-là, si on veut, qui existe au niveau, dans le fond, de la province. Et donc, il y a plusieurs grands jalons, grands principes. Première des choses, une entreprise d'économie sociale, c'est quoi? Sans être trop réducteur. La forme juridique, dans le fond, la plus importante à reconnaître, il y en a deux, c'est la coopérative et l'OBNL. L'OBNL, ce qui est important, par contre, à considérer, c'est les services marchands. Donc ça, c'est encore sujet de débat aujourd'hui, je ne vous cacherai pas, mais les services marchands, essentiellement, c'est la production de biens ou de services qui sont vendus à des personnes en contrepartie, évidemment, d'un revenu, donc pour l'entreprise, en quelque sorte. Et cet argent-là est réinjecté dans l'entreprise. Il ne va pas à des dividendes à des actionnaires, ne va pas aller, si on veut, dans le fond, se matérialiser autrement ailleurs pour enrichir les personnes, mais bien enrichir la collectivité, enrichir surtout l'entreprise dans une optique justement de démultiplier l'impact et les retombées qu'elle peut générer, dans le fond, dans les écosystèmes. Et justement, tranquillement, en fait, avec cette définition-là, ce qui est le fun, c'est qu'on va pouvoir placer des éléments par rapport à ce concept-là qui vont faire appel à, notamment, OK, ben, donne-nous des exemples, Olivier, par rapport à qu'est-ce que c'est justement une entreprise concrète et typique. Bien, il y en a plusieurs, en fait, que je pourrais aller justement vous montrer. Et la meilleure référence que vous avez en économie sociale au niveau de la Montérégie-Ouest, c'est le répertoire des entreprises d'économie sociale qui a le pôle. Tient à jour, peut-être moins à jour en étant dans la dernière année, là, mais tient à jour de façon assez régulière, dans le fond, pour permettre aux gens, justement, puis aux citoyens d'identifier quelles sont les entreprises d'économie sociale du territoire de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Donc, à ce niveau-là, je vais vous projeter donc l'adresse qui est sur notre site Internet pour vous montrer un peu l'ampleur donc de qu'est-ce que ça représente concrètement tout ça. Jusqu'à présent, est-ce que ça va? Ça vous intéresse-tu? Ah, il y a une main levée! Bien, merci, Marie-Gabrielle. Vas-y donc, ma chère, prends donc la parole à ma place 2 secondes. Ben, en fait, c'est plus une question qu'on me pose vraiment souvent lors de mes rencontres, c'est est-ce que les entreprises ont le droit de faire des surplus économiques? Et c'est une question qui m'est posée souvent, puis je pense que ça fait une différence à savoir si oui ou non on peut. Alors, la réponse très rapide et très simple, c'est oui, tu peux accumuler des surplus. Par contre, il y a une façon très technique par rapport à ces surplus-là, à savoir à quel essor ça va servir les surplus. Parce qu'on s'entend, les surplus, c'est quoi? C'est que tu as une colonne des revenus, tu as une colonne des dépenses. Donc, tu as des revenus qui sont générés par la vente, générés par des contrats de services, générés par des subventions, des dons, un paquet d'affaires qui font partie des revenus. Les dépenses, la même chose, c'est un paquet de choses. Donc, c'est des actifs qui peuvent être de l'immobilisation, donc un remboursement, mettons, d'une dette sur un emprunt à long terme. C'est des salaires, donc c'est des gens, principaux dirigeants, employés, honoraires professionnels avec des gens qui ont été justement contractés pour pouvoir appuyer l'entreprise. Ça peut être n'importe quel type de dépenses, d'opérations aussi de l'organisation. Et donc, au bout du compte, lorsque tu as une colonne des revenus, moins la colonne des dépenses, tu as un solde qui peut être un bénéfice ou une perte, tout simplement. Okay. Et donc, cet argent-là, s'il est positif, il y a donc des surplus qui sont évidemment dégagés par l'entreprise. Ces surplus-là, il y a quand même des balises par rapport à qu'est-ce que tu peux faire avec ces surplus-là concrètement et tactiquement. Première des choses, si tu es une coopérative, c'est certain que la coopérative, dans ses outils puis dans les choses qu'elle a, notamment, il y a la question de tout ce qui est, j'ai oublié le concept,
J'ai oublié. La ristourne, voilà. Donc, la ristourne, en fait, la ristourne, c'est très particulier. La ristourne, la façon qu'il faudrait la voir, techniquement, là, c'est pas comme c'est là dans l'actualité. Moi, je vous parle techniquement. Une ristourne, la définition pure de ça, c'est un trop perçu sur un bien ou un service qui a été chargé au client ou au membre plutôt. Excusez, juste pour être bien précis. Donc, autrement dit, la ristourne, quand on attend notre ristourne, mettons, par exemple, mais quelle coop financière nous donne des ristournes à chaque année? Je vous la donne en mille. Desjardins, exactement. Donc, techniquement, une ristourne aux membres de Desjardins, c'est un trop perçu par rapport aux frais qui ont été chargés à tous les membres de la coopérative. Mais la beauté de la chose, c'est justement que la ristourne, c'est pas juste la direction générale qui se lève un matin et dit ah, ben j'ai des ristournes, ben, on va aller donner ça à, je sais pas, moi, Jacques, dans l'équipe, a donné, fait du fier service dans l'année, je vais lui donner un petit bonus avec ça. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La ristourne a décidé en assemblée générale des membres. Donc, c'est les membres qui doivent décider comment est-ce que est redonné, en fait, aux membres le trop perçu, en fait, qui est coté par rapport à cette ristourne-là. Desjardins, justement, dans ses assemblées générales annuelles, va demander aux membres présents dans le fond, ils vont émettre potentiellement certains scénarios, à dire, est-ce qu'on propose comme redistribution ou rétribution, en fond, aux membres, c'est une partie qui s'en va en partage, justement, pour rembourser, dans le fond, des frais d'opération. C'est souvent ça, en fait, qui va être la ristourne qu'on reçoit, dans le fond, c'est pour rembourser des frais d'opération ou des frais de taux de crédit. Si on a contacté des prêts avec Desjardins, ils vont rembourser une partie qui va être justement affectée par rapport à l'emprunt, le coût de l'emprunt qu'on a réalisé. Ça peut être sur n'importe quelle autre balise ou tactique comme ça que ça peut être, dans le fond, redistribué. Puis, autrement de ça, dans les surplus, il y a aussi la capacité de pouvoir dire, ben, on veut bloquer un montant. Ça, c'est les membres qui peuvent le décider solidairement, évidemment. Un montant pour pouvoir le redistribuer après ça dans la collectivité. Ça peut être un fonds dédié, par exemple, à justement stimuler de l'activité économique sur le territoire. Ça peut être pour financer une cause ou pour redonner à une cause aussi de ce côté-là. Donc, c'est un merveilleux outil, la ristourne. Puis là, j'ai été vraiment très, très, très précis sur le modèle coopérant, comme vous pouvez le constater. Pour ce qui est des OBNL, de façon générale, c'est le même principe, c'est-à-dire on ne peut pas, justement, comme je disais mon exemple avec mon ami Jacques, je ne peux pas redonner à Jacques un surplus comme ça demain. Je dois, dans le fond, l'affecter pour l'année financière prochaine. Je peux faire des réserves avec ça en termes d'immobilisation ou en termes de simplement dire j'ai un projet qui s'en vient, je vais pouvoir réserver une partie. Ça, c'est pour la version officielle. Officieusement aussi, ce qui arrive, c'est qu'il peut y avoir une capacité mettons, du conseil d'administration de dire on va le réinjecter dans le fond dans des projets sociaux, on va demander aux membres aussi ce qu'ils veulent faire avec cet argent-là de façon supplémentaire. Puis là, dans ce cas-là, l'OBNL, en fond, peut décréter n'importe quel type de mécanisme, en fait, pour décider de ça, oui ou non. Ce n'est pas obligé, c'est vraiment là comme un outil. Puis très généralement, en fait, ça va être l'AGA qui va servir justement de moment, si on veut, pour pouvoir notamment décider comment est-ce qu'on fait par rapport à ça. Puis ultimement, sinon, l'entreprise peut simplement décider qu'on le garde en réserve, puis on décidera plus tard qu'est-ce qu'on fait avec ça. Mais ce qui est important, c'est que cet argent-là ne va pas aller dans les poches des actionnaires ou des autres personnes de tout ça. Fait que voilà, tout ça pour dire, y avait-tu une question préalable à ce qu'on vient de jaser? Je ne suis plus certain. Je pense que oui, c'était les surplus, hein, c'est ça, c'était la question de Marie-Gabrielle. Merci. Donc, j'ai fait un épitaphe pour prendre des termes religieux ou ecclésiastiques pour répondre à ta question. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. En tout cas, je l'ai comme enrichi et bonifié, comme vous voyez, là, un petit peu avec des concepts pour pouvoir vous donner plus de jus. Ah non, ça répond très bien. Merci. Excellent. Number one. Donc, n'ayant pas d'autres questions en attente, puis n'hésitez pas à prendre la parole ou lever la main tout simplement. Je vois tout ici, j'ai mon tableau de bord Ultime Master. Donc, je vais vous partager mon écran afin de vous partager justement l'information sur c'est quoi les entreprises d'économie sociale qui existent en Montérégie-Ouest. Donc, à ce niveau-là, je vais juste, placer mes affaires, être sûr que ça fonctionne bien. Je ne vois pas tout ce que je veux faire, ça ne va pas bien. OK, ça va aller bien. Voilà. Donc, pour partager un tout petit peu, dans le fond, c'est ça de l'information. Alors, voici la carte des entreprises d'économie sociale de la Montérégie-Ouest. Donc, je vais juste essayer de le reculer pour le dézoomer pour vous montrer ça ressemble à quoi comme territoire, si je suis capable. Je suis capable? Non, je ne suis pas capable, je peux juste la tasser. Mais bref, vous connaissez sans doute la carte de la Montérégie-Ouest ici, n'est-ce pas? Vous avez la Prairie, la Pierreville, la frontière américaine en bas, l'Ontario sur le côté ici, Montréal-Soulanges.
Donc, les 5 MRC de l'Ouest, c'est le territoire d'action qui a le pôle d'économie sociale où on déploie en fait nos actions par rapport à tout ce qui est justement le merveilleux territoire de la Montérégie-Ouest en termes de soutien à l'économie sociale. Et donc, vous voyez ici, il y a plusieurs dans vos entreprises qui sont présentes sur cette carte-ci. Cette carte-là, elle date un tout petit peu, mais on avait au bas mot à peu près une 50aine d'entreprises qui étaient identifiées, taguées, puis bien, si on veut, référer par rapport à ça. Évidemment, il y en a plus que ça, mais c'est que présentement, en fait, l'Institut de la statistique du Québec estime qu'en Montérégie, sans avoir un répertoire précis, il y a 1370 entreprises d'économie sociale en Montérégie. Par contre, on n'a pas la division sous-territoriale, on n'a pas les détails à savoir, OK, mais sont où, c'est quoi, c'est qui exactement en termes d'entreprise. Mais ça vous donne une idée de grandeur à savoir c'est quoi exactement que ça représente l'économie sociale concrètement. Donc, 1370 entreprises en Montérégie. Là-dedans, en termes de chiffre d'affaires, on parle de 9,2 milliards. Évidemment, ça inclut notamment plusieurs immobilisations, notamment aux coopératives sur le territoire qui ont un peu plus de, si on veut, de projets d'affaires un peu plus costauds que si on regarde notamment des OBNL du territoire. Il y a certaines OBNL qui ont des fois des actifs de plusieurs millions. Quand on parle à tout ce qui est activité de tourisme, de loisirs, de culture, il y en a plusieurs qui sont propriétaires aussi d'institutions muséales, notamment, sur le territoire. Puis c'est un peu ça, en fait, l'idée qu'il faut retenir de tout ça, c'est que l'économie sociale, ce n'est pas un secteur, c'est un modèle d'affaires, c'est un modèle de développement du territoire. Puis ça, j'y tiens mordicus. Il n'y en a pas un qui vient de me dire, après ça, aujourd'hui, là, que c'est un secteur d'activité. C'est un modèle d'affaires. D'accord? Donc, pour ça, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que c'est dans tous les secteurs d'activité, vraiment de tout. On a un exemple ici à Sainte-Marthe, on a la coopérative C'est sûr, marché éco-local, qui est une entreprise d'économie sociale qui a plusieurs services d'affaires, notamment la fibre optique qui développe en fait dans tous les secteurs qui est très rédempteur, Sainte-Marthe. Ils vont dans le fond, ce qu'ils vont faire, c'est développer dans le fond la fibre optique, donc installer littéralement dans les rangs plus de possibilités pour les personnes qui habitent là de pouvoir se brancher à Internet haute vitesse, notamment. Et il va y avoir aussi des fournisseurs de services publics. Je crois qu'il y a certaines institutions, en fait, qui font affaire avec la coop C'est sûr là-dessus pour être branchés à Internet haute vitesse. Donc, c'est un modèle qui est super cool parce qu'en fait, le but de ça, c'est de pouvoir offrir justement un service à tous sur le territoire. Annie, je te laisse la parole. Oui, ben ça m'amène des questions, puis c'est plutôt nouveau pour moi. J'avais déjà entendu parler d'économie sociale, mais je ne m'étais jamais réellement penchée sur la question, ce qui m'étonne aujourd'hui parce que j'adore tout ce qui est développement durable, je suis très impliquée là-dessus et l'économie sociale, ben, elle englobe là, pas mal les 3 sphères du développement durable. Fait que, merci de nous en apprendre plus aujourd'hui là-dessus. Puis ma question, c'est qu'est-ce qui fait que une entité choisirait ce modèle-là d'affaires plutôt que d'aller vers le privé? Ben, c'est une excellente question. Merci de la poser. C'est certain que la première des choses, je te dirais, c'est la posture, en fait, de la personne. C'est-à-dire, concrètement, au final, tout ce que vous faites, c'est pourquoi exactement? C'est quoi la finalité? Vous voulez améliorer les conditions de l'être humain, justement, au niveau de la collectivité. Vous voulez offrir un service quelconque marchand. Et ça, il n'y a pas de problème. L'économie sociale, en fait, c'est qu'on voit la posture économique différemment. Donc, on veut notamment solidariser davantage l'activité économique dans une optique, justement, que c'est pas si on veut mettre fin à la concurrence, au contraire, mais c'est plutôt de justement solidariser les rapports entre potentiellement les entrepreneurs. D'ailleurs, plusieurs entrepreneurs font partie d'une belle entité, notamment, qui pourrait être de l'économie sociale, qu'on appelle une chambre de commerce. Parce qu'une chambre de commerce, c'est un OBNL, ne pas oublier, qui offre des services à ses membres, qui développe donc des tarifications spéciales pour ses membres, qui peut mutualiser plusieurs services, peut travailler aussi en surface ou en profondeur par rapport à appuyer les entrepreneurs à justement se doter, si on veut, dans le fond, d'outils qui peuvent justement mettre en commun par rapport à ça. C'est un exemple, justement, qui peut peut-être choquer les gens. Mais les chambres de commerce, c'est un potentiel aussi d'économie sociale quand on regarde le mécanisme qui est en arrière de tout ça. L'autre chose aussi, peut-être que j'aurais à dire par rapport à ça, c'est certain que c'est tout part évidemment de la question de dire ce que vous voulez offrir comme service, ce que vous voulez développer concrètement, c'est pourquoi vous le faites. Donc, est-ce que c'est pour votre enrichissement individuel ou est-ce que c'est aussi en même temps pour pouvoir mieux desservir la connectivité?
Ce qui est important et intéressant aussi à retenir, c'est qu'il existe des modèles précis où vous pouvez conserver votre expertise, conserver ce que vous offrez à une clientèle précise, tout en étant solidarisé avec d'autres experts d'un secteur ou d'un milieu potentiel. Par exemple, il y a des coopératives de couturières à Montréal qui ont été développées, où est-ce que chaque couturière a ses contrats de service, a des trucs qu'elle peut, dans le fond, répondre à ses clients, mais en mettant ensemble, dans le fond, ces couturières-là dans un endroit précis, ça fait en sorte que chaque couturière est membre travailleur et développe notamment, justement, cette expertise-là qu'elle a individuelle par rapport à ça. Un autre exemple intéressant aussi qui existait déjà sur notre territoire, mais qui est rendu provincial, la clinique Juripop, qui est un modèle très intéressant, qui était basé à Saint-Constant auparavant. Le modèle Juripop, c'est très particulier parce que dans le code du travail, les avocats n'ont pas le droit de se constituer en OBNL. Ils doivent être en nom collectif. Par contre, le modèle, en fait, structurant de Juripop, il est génial, en fait. C'est que dans tous les contrats de service que les avocats qui sont membres, en fait, si on veut, de l'OBNL, cotent une partie de leur salaire via les contrats qu'ils ont été cherchés individuellement, via l'OBNL, dans une optique de pouvoir, après ça, offrir notamment les projets comme les cliniques dans le métro, d'offrir des rabais particuliers par rapport au secteur notamment communautaire ou pour des causes plus particulières qui sont au niveau provincial, justement, quand il y a des trucs, justement, des enjeux d'ordre juridique, en fait, qui sortent. Et ils peuvent donc réduire des factures substantiellement grâce au mécanisme de l'OBNL qu'ils ont construit qui s'appelle Juripop par rapport à ça. Donc, il y a une espèce de, si on veut, de vibe autour de Juripop qui est mutualisons ensemble, dans le fond, plusieurs experts qui peuvent travailler ensemble collectivement à mieux desservir la collectivité en termes d'accès à la justice, en termes de justement d'offrir des outils comme ça à valeur ajoutée qui sont gratuits pour les citoyens dans cette optique-là. Donc, ce mécanisme-là est vraiment cool, je trouve, par rapport à Juripop, parce que ça donne cette vision sociale-là de dire on veut rendre la justice accessible au maximum de gens, tout en, évidemment, nous permettant, nous, d'avoir un salaire. Parce qu'on s'entend qu'ultimement, justement, le principal frein par rapport à l'économie sociale, c'est je veux quand même être maître, dans le fond, de mon salaire, surtout pour un travailleur autonome ou pour quelqu'un qui est comme ça, un professionnel en service, en exercice. Donc, je ne sais pas, Annie, si ça répond à ta question un petit peu en termes de c'est quoi qui peut être, dans le fond, soit un frein ou un intérêt pour quelqu'un qui voudrait justement se constituer peut-être un modèle collectif. Oui, ça répond bien. C'est sûr que là, j'ai plein de nouvelles questions. Donc, je sais que je vais m'en tenir seulement à quelques-unes, puis j'en poserai d'autres à un autre moment donné. Mais en fait, tu as parlé là, de la Chambre de commerce, que ça aurait pu être un beau modèle d'économie sociale. Puis là, je me suis questionnée pourquoi, en fait, ça n'en est pas un. Puis là, je me suis dit, est-ce qu'une OBNL, c'est une économie sociale ou c'est absolument une coop et une mutualisation? Donc, ça m'a amené ce genre de questions. Oui, peut-être pour expliquer un petit peu plus en détail, c'est que, tu sais, l'économie sociale en soi, c'est quoi? C'est des gens, quand on résume de façon plus, si on peut vulgariser en quelque sorte, c'est des gens qui se mettent ensemble pour s'offrir des services et des produits avec un impact social potentiel, dans le fond, à générer en arrière de tout ça, mais pas nécessairement, mais dans une optique justement de minimalement solidariser les rapports économiques et les échanges économiques entre professionnels qui peuvent justement s'offrir ça ou avec la clientèle, justement, qui vont desservir. Fait qu'à ce niveau-là, c'est pour ça qu'une chambre de commerce, à notre sens, ça fait encore débat, je dirais. C'est pas clair à 100%, mais c'est essentiellement, une chambre de commerce représente du terreau d'économie sociale. Dans une optique que tu mutualises des services à plusieurs membres, tu offres des services, il y a de la représentation qui se fait avec les chambres de commerce, notamment par rapport à ça. C'est une entité qui est complètement indépendante de l'État. Donc, ça fait partie. Quand on parle justement des piliers, notamment de l'économie sociale, il y a plusieurs éléments justement qui codifier en fait ce qui peut être de l'économie sociale ou pas. Puis ultimement, dans la loi, c'est ce qui se reflète, c'est que les rapports économiques aussi, les échanges économiques sont générés, sont en modèle démocratique. Les membres ont droit de vote autour de cette entité-là. Ils peuvent décider de l'administration, de la saine gestion, en fond, de l'entité aussi, parce qu'à l'Assemblée générale, c'est là qu'ils voient, dans le fond, les États, les résultats, dans le fond, de l'OBNL par rapport à ça. Cependant, une chose que je dois dire par rapport à ça, je pense que c'est un des éléments dans la questionnement que tu avais, Annie, c'est certain que la relation avec les membres ou le rapport tactique entre les membres et l'organisation, moins fort du côté OBNL. Parce que la réciprocité, en fait, à part l'Assemblée générale, il n'y a pas beaucoup de mécanismes de réciprocité, tandis que la coopérative, c'est pour ses membres et par ses membres, ce qui est très différent
fondamentalement de l'OBNL. L'OBNL, c'est beaucoup plus pour une cause, c'est beaucoup plus pour une raison sociale, pour une vision qu'on veut développer de quelque chose, tandis qu'il y a un rapport beaucoup plus, probant par rapport au membership ou la propriété, justement, avec ses membres du côté de la coopérative. Fait que c'est vraiment deux modèles un peu différents, mais qui sont très similaires à certains niveaux dans l'optique finale de ce qu'ils essayent de générer. Merci. Ça fait plaisir. Marie-Henriette avait levé la main aussi. Oui, ben dans le fond, c'était un peu pour rebondir sur pourquoi moi, personnellement, je trouve ça super important, l'économie sociale. Puis c'est quoi, mettons, les avantages au lieu d'aller en privé, peut-être. C'est tout l'aspect de soutien qu'il y a derrière. Puis souvent, on pense que tout seul, on ne pourrait pas être un entrepreneur, qu'on n'a pas toutes les caractéristiques pour devenir entrepreneur. Et ce qui est intéressant avec l'économie sociale, c'est que si tu ne l'as pas, toutes les caractéristiques, tu peux aller les chercher parce qu'il faut être au moins 3 pour constituer une entreprise d'économie sociale. C'est que tu peux aller chercher tes autres forces, puis c'est ça qui est super intéressant, c'est le support, puis ça permet aussi à des personnes peut-être plus marginalisées avec leur pouvoir économique, de pouvoir s'entraider, puis d'utiliser un pouvoir vraiment plus grand. Ça fait que moi, c'est vraiment une des raisons pourquoi je favoriserais davantage l'économie sociale. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais rajouter. Merci, Excellent. Marie-Gabrielle. Ça me donne vraiment une autre vue, puis je trouve ça super intéressant que tu l'aies partagé. Il y a un soutien de la communauté financière aussi qui peut venir avec ça. Je veux juste le dire de même. Je viens de me rendre compte qu'on n'est plus en live Facebook, supposément. Donc, je vais retourner voir qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il y a trop de choses qui roulent sur mon ordinateur en même temps. Mais peut-être c'est quand tu fais le partage, Olivier, je sais que ça peut influencer. Je pense que ça l'a influencé effectivement la diffusion en question de qu'est-ce qu'on faisait. On va retourner en live Facebook, ce ne sera pas bien long. Je suis en train de le... Mais sinon, Annie, tu sais, juste pour se résumer, là, les deux grandes différences avec le privé, c'est vraiment le conseil d'administration là, qui fait qu'il y a un ancrage territorial. Fait que c'est pour ça que quand tu es en train de répondre à un besoin de ta communauté, que tu es capable de t'entourer de certains leaders ou de certaines personnes qui peuvent t'apporter au niveau de ta communauté, puis en plus, tu peux être soutenu financièrement par elles, ben, c'est là que ça devient une autre façon d'entreprendre. Puis, ah oui, une autre affaire qui est vraiment, vraiment importante qu'on n'a pas dit, c'est tu n'engages pas ton argent personnel. Tandis que quand tu ouvres une business, là, c'est vraiment tout repose sur toi. Tandis que là, vu que tu ouvres une organisation qui va répondre aux besoins de ta collectivité, bien, ce risque-là aussi est partagé avec ta collectivité. Fait que c'est tous des beaux avantages à entreprendre collectivement. Mais là, c'est sûr que nous, on est vendus. Je ne sais pas si tu as remarqué. J'entends plus rien présentement. Je suis désolé. Je pense que j'ai quelque chose qui a busté. Je vous laisse parler entre vous. Je peux revenir dans 2 secondes, mais je ne vous entends plus. Mais Annie, qu'est-ce que tu fais dans la vie que moi, je ne te connais pas? Moi, je suis nouvellement entrepreneur, justement, au niveau du coaching professionnel, beaucoup, la facilitation de groupe, facilitation d'équipe. J'utilise aussi un test psychométrique qui s'appelle le profil Nova. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Donc, je navigue un petit peu dans tout ça. Éventuellement, j'aimerais ajouter un peu la branche amélioration continue, optimisation. Fait que je me laisse encore en mode découverte là, dans mon nouveau parcours entrepreneurial. C'est donc mais le fun. T'es-tu accompagné par Dev pour faire ça? Par qui? Par Dev? Excuse-moi, tu es sur quel territoire? Je ne t'ai pas demandé. Je suis maintenant à Beauharnois. Donc, OK, fait que t'es-tu accompagné par Accès Entreprise pour faire ça? Non, je ne suis pas accompagnée par là. J'ai des accompagnements autrement, mais je suis dans le réseau de mentorat, par contre. OK, le réseau M. Oui, exactement. Donc, j'ai un mentor de la région depuis quelques mois. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Puis, c'est ça m'intéresse vraiment beaucoup. En fait, l'économie sociale, comme j'ai dit, je suis déjà très impliquée au niveau de la santé environnementale, développement durable. Puis, quand on parle d'économie sociale, pour moi, ça vient chercher tout l'aspect, évidemment, social, parce qu'il y a comme 3 grands pôles du développement durable. Il y a l'économie circulaire, que je crois qu'on peut avoir avec l'économie sociale, puis tout ce qui est l'aspect environnemental, étant donné que
sur la posture, comme vous avez dit, l'intention est comme un peu différente du capitalisme sauvage, comme vous avez appelé, c'est la première fois que j'entendais ça. Ben, je pense que les impacts qui peuvent sortir de là peuvent être moindres sur l'environnement. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Puis finalement, c'était très méconnu pour moi, l'économie sociale. Puis je vous entends, je trouve ça tellement intéressant. Ça me soulève plein de questions. Fait que c'est sûr que je vais continuer à faire des recherches et à discuter. Ouais. Mais c'est vraiment des beaux points que vous avez amenés qu'on n'entend pas, en fait, quand on regarde les modèles d'affaires. Moi, jamais on m'a parlé de ce modèle-là comme Puis là, comment tu as entendu parler de nous aujourd'hui? Ben, je suis allée grâce au réseau M, justement, dans la région. Il y a eu un déjeuner conférence, je crois, en septembre. Puis là, j'ai fait la rencontre d'Olivier. Puis j'ai été vraiment intéressée puis accrochée par ça. Exactement. La passion est là, comme vous tous, pour ce qui est de l'économie sociale. Fait que c'est venu, c'est venu me chercher. Puis voilà, j'étais vraiment, vu que je suis curieuse dans la vie, mais je me disais, je vais profiter qu'il y ait un midi de discussion pour en apprendre plus puis échanger avec ceux qui sont déjà là-dedans qui sont déjà très vendus. Oui, puis de la facilitation, du coaching, tout ça, ça se fait bien en économie sociale. Je ne sais pas si tu connais Lilo. Dans les Laurentides. Ça me dit quelque chose. Ils n'ont pas des chalets, eux autres? Non, c'est vraiment des accompagnateurs. Fait que si tu vas voir sur leur site Internet, tu vas pouvoir voir leurs services, puis eux, ils ont décidé de le faire en mode coop. Alors, nous avons un problème technique, malheureusement. Même si nous sommes en live, moi, j'entends plus rien. Du tout. Fait que ça a comme busté, on dirait, puis j'ai aucune idée pourquoi. Alors, c'est vraiment très dommage. Je vous entends plus. Puis même dans le live Facebook, les gens qu'on salue à la maison, on salue en faisant des tatas. Mais vraiment très désolé tout le monde. Alors, on va faire une petite pause. Il reste à peu près 15 minutes pour le live. Oui, c'est ça. Marie-Gabrielle, ce que je vais faire, c'est que je vais transférer l'animation, puis je vais quitter, puis je vais revenir pour juste essayer de voir si je suis capable de tout garder ça actif. Si ça plante, je suis vraiment désolé, mais rebranchez-vous dans 2 secondes, d'accord? Ce ne sera pas très long. Merci, Sylvia. Je vais explorer ça vraiment avec plaisir. Puis si on a l'occasion de s'en reparler, ça pourrait être intéressant de voir justement, c'est quoi les possibilités qui pourraient naître de ça? Puis, oui, en fait, si ça t'intéresse d'entreprendre en mode collectif, tu pourrais faire notre laboratoire, mais aussi, peu importe, tu pourrais aussi éventuellement devenir accompagnatrice dans notre laboratoire si tu veux faire connaître tes services. Ça pourrait être un autre... qu'il pourrait y avoir les deux possibilités. Okay. Je pense que ça serait vraiment le fun de se reparler ailleurs que sur Internet devant tout le monde. Oui, avec plaisir. Alléluia! C'est tout revenu! Nous écoute, là. Hey, je suis vraiment désolé. Je pense que c'est la question du live qui buguait mon ordinateur. Je suis vraiment désolé. J'ai comme perdu toutes les 10 dernières minutes là, à peu près que vous avez parlé. J'étais en train de faire quelques affaires. Mais j'ai vu que vous avez changé sur plein d'affaires par rapport à, justement, des fournisseurs. On dirait, c'est tout ça que tu partageais? Dans le fond, elle m'a dit c'était quoi son projet d'entreprise, puis je lui disais que ça se faisait en mode collectif, puis je lui ai donné un exemple. Ah, d'accord. Mais oui, effectivement, c'est ça. Mais en termes de services professionnels, c'est ça, je pense qu'effectivement, Lilo, c'est un excellent modèle en termes d'exemple de qu'est-ce qu'ils ont fait. Un autre exemple. Oui, c'est ça, tout à fait. Tu sais, la coop Belvédère à Montréal, c'est exactement ça. La coop Belvédère, dans le fond, c'est une panoplie d'enfants de professionnels qui se mettent ensemble des skills complémentaires aussi pour pouvoir, c'est ça, dans le fond, offrir à leurs clients un genre de, pas un genre, mais un service, en fait, à 360 degrés qui dessert n'importe quel type, dans le fond, de service communicationnel, mise à niveau côté justement de la présentation de l'entreprise et tout ça. Parce qu'ils ont des graphistes, ils ont des tacticiens par rapport aux médias, ils ont des tacticiens par rapport à comment construire ton image de marque. C'est ça. Donc, oui. Puis c'est ça qui est intéressant comme outil, c'est que ça n'est pas obligé d'être le même corps professionnel en quelque sorte pour construire n'importe quelle comme ça, unité comme ça ou entreprise, organisation de monter comme ça. Ça peut être vraiment dans tous les formats, dans tous les types. Dans le fond, ce qui est important, c'est vraiment est-ce que les humains ont envie de coopérer puis de se solidariser les uns les autres pour pouvoir renforcer l'impact de ce qu'ils visent, dans le fond, à générer au final. Je vais essayer une ultime fois de nous rebrancher en live, juste pour essayer de connecter avec les gens. Mais sinon, moi, essentiellement, une des dernières questions que j'avais pour vous aujourd'hui, c'est considérant qu'est-ce qui se passe avec la COP 27, dans l'optique qu'on est rendu à la croisée des chemins, vraiment. On est
complètement rendu là. Je veux dire, sur le plan à tous les niveaux, sur le plan des priorités économiques, sur le plan de la structuration de toutes les organisations internationales. On a énormément d'enjeux, en fait, par rapport à l'urgence climatique présentement. Et donc, une des questions que j'aurais pour vous, en tout cas, une des questions que je nous invitais en groupe à essayer de répondre, c'est en quoi, justement, est-ce que l'économie sociale, comme modèle d'affaires, ça pourrait être porteur si jamais on devait entreprendre, justement, la transition socio-écologique. Et ça, c'est un grand terme, en fait, qui fait beaucoup de bruit, que plein de personnes se posent des questions à savoir qu'est-ce que c'est exactement cette définition-là par rapport à la transition socio-écologique. En fait, Célia, tu voulais-tu te lancer dans une Moi, je veux réponse répondre à ta tentative? réponse, oui. Tu veux répondre à ma question Ben oui. et à ma réponse en même temps? Non, juste à ta question. À ma question, OK. Oui. Mais si tu le sens, ma on chère. dirait que tu voulais continuer de parler, là, je ne voulais pas t'interrompre. Je m'en allais tranquillement mettre des balises, mais en fait, je te laisserai tout de suite, tout de go, si tu veux répondre balise. à ça. OK. Moi, mon rêve, là, c'est que des grandes entreprises pétrolières ferment leurs portes, mais avec pas qu'ils ferment leurs portes de façon sauvage, là, mais qu'il y ait une espèce de plan de transition vers des entreprises d'économie sociale qui feraient d'autres formes d'énergie. Essentiellement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu prononces là, ce que tu apportes là comme idée. Phew! Parce que, ultimement, on s'entend, on va partir de juste un pas de recul par rapport à ce que tu viens de dire là. Les pétrolières, qu'est-ce que ça représente concrètement sur le plan macro des pétrolières? Je vous la donne en mille, c'est de la production énergétique. OK? On s'entend, le pétrole, c'est des kilojoules d'énergie. C'est ça exactement, une pétrolière. Une pétrolière, ce n'est pas juste du pétrole transformé, raffiné. C'est une source d'approvisionnement d'énergie. Donc, si on veut procéder notamment à une transition socio-écologique, en fait, ce qui va être le défi, c'est là le défi actuel, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser la conversion en énergie propre. C'est exactement ça le défi actuel. Puis là, on entend le gouvernement Legault notamment justement dire on va construire des grands barrages, on va développer le parc éolien, on va regarder pour des panneaux solaires, on va dans le fond travailler justement à construire une conversion peut-être. Nous, ici, au Québec, on est déjà pas mal convertis. On s'entend à plusieurs niveaux. On s'entend qu'on a un apport énergétique substantiel par rapport à ce que l'hydroélectricité nous permet de générer. On n'est pas à 100%, évidemment, green, si on veut en quelque sorte, parce que nos voitures polluent, les camions polluent, il y a du chauffage encore au propane. Il y a encore beaucoup, en fait, d'éléments. Puis, en termes de tableau de bord, il y a encore beaucoup de sources d'énergie comme ça qui demeurent à convertir. Donc, comment y parvenir? Bien, c'est certain qu'ultimement, en fait, chaque citoyen pourrait avoir un rôle à jouer très important dans la transition socio-écologique. Puis essentiellement, c'est justement la première des choses, c'est sur l'utilisation de l'énergie que l'on fait. Donc, la première des choses, ce serait de savoir, actuellement, en fait, tout ce qu'on utilise, le transport, justement, de personnes, on utilise des voitures, puis on essaie de plus en plus de réduire ça en termes de pollution, en termes justement, de bon comportement citoyen, de le réduire. Est-ce qu'on pourrait aller encore plus loin par rapport à justement la gestion énergétique que chacun d'entre nous, on réalise en fait par rapport à ça? Quand on y pense, le bilan énergétique ou quand on parle dans une optique justement de carboneutralité, le bilan carboneutre, en fait, c'est le meilleur outil à notre disposition pour pouvoir faire un réel constat sur c'est quoi réellement notre empreinte écologique par rapport à ça. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que c'est obligatoire de le faire, mais ce que je vous dis, c'est que selon moi, si on se mettait tous et toutes ensemble, les uns avec les autres, solidairement, dans une marche où est-ce qu'on fait un bilan carboneutre, en fait, de l'ensemble des citoyens du Québec, de l'ensemble des citoyens de la planète, on serait capable de trouver déjà là, d'identifier quelles sont les sources polluantes, quels sont les éléments qui font en sorte qu'on peut avoir aussi un meilleur contrôle sur la réduction de ces bilans-là carbo. Puis quand on pense justement le fait qu'on produit des tomates à 5000 km d'ici, puis qu'on les exporte justement pour se nourrir nous-mêmes, on s'entend que ça, c'est déjà une source justement de choses qui n'ont absolument aucun bon sens. Pourtant, des entreprises comme Savoura, qui produit des tomates ici au niveau local, est-ce qu'on ne pourrait pas justement aider des entreprises comme ça à maximiser la production de biens et de services à l'échelle locale pour réduire cette empreinte écologique-là, rapprocher les gens par rapport à la production justement de biens et de services au niveau local? Puis l'économie sociale, pour en faire un lien avec tout ça, je ne suis pas en train de dire qu'on va révolutionner toutes les formes d'énergie, toute la production dans le fond économique au niveau du Québec, mais clairement, quand on regarde froidement les choses, le fait qu'on est incrusté dans la réponse aux besoins des collectivités,
quand on regarde tous les projets connexes qui sont développés en économie sociale par rapport à n'importe quoi qui est justement le soutien alimentaire aux personnes, il y a des épiceries communautaires, il y a des épiceries dans le fond qui sont un entre-deux entre l'aide alimentaire, des moissons, puis d'aller acheter ton produit premium au supermarché. Il existe un peu partout au Québec certains modèles justement collectifs qui sont un entre-deux qui te permettent de te nourrir justement à coût juste à certains niveaux selon justement la disponibilité en fait de ces denrées-là puis de ces choses-là. C'est peu connu, mais il existe justement une capacité de pouvoir acheter à faible coût ce que tu as besoin en fait pour te nourrir aussi à ce niveau-là. Mais si ce modèle-là notamment serait davantage développé, bien, ce serait le fun de pouvoir justement regarder puis imaginer qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact réel sur la production maraîchère au Québec, sur le rapprochement de tout ce qu'on appelle la question des circuits courts, de rapprocher les gens, dans le fond, du produit de consommation qu'ils ont besoin, sans devoir l'exporter, sans devoir aller à l'autre bout du monde, justement, pour pouvoir le faire. Puis, ultimement, quand on pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire pour accélérer la transition socio-écologique? On s'entend qu'il y a un démon, il va falloir qu'on regarde de très près, puis c'est la question de la mondialisation. Puis ça, je vous lance la question de même, juste pour le fun comme ça. Quelles actions concrètes on pourrait faire pour un peu réduire l'apport mondial, dans le fond, en termes d'exportation, à certains niveaux peut-être, puis produire au niveau local? Selon vous, y a-t-il des secteurs qui seraient stratégiques qu'on pourrait déjà dire que ça n'a pas de bon sens, qu'on utilise encore la mondialisation comme un outil pour répondre aux besoins aux besoins, dans le fond, des citoyens de notre chère population du Québec? Alors, moment de silence, je vous laisse réfléchir à ça 2 secondes. Je vais brancher encore à nouveau le live pour voir si je suis capable de le faire. Fait que prenez la parole, allez-y. Gérez-vous entre vous. Vas-y, parce que tu n'as pas parlé. Écoute, simplement, tu parles de la mondialisation. Puis écoute, nous, ici, sur la Côte-Nord, ce qu'on vit le plus, c'est nos pêcheries. Écoute, on exporte notre poisson, on le pêche. On en mangeait avant, on avait comme accès, nous, à ça. Mais maintenant, le gouvernement a pris en main, donne des gros montants à des pêcheries qui sont en minime quantité. Fait qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on aille rechercher, qu'on ramène dans nos localités, puis qu'on arrête d'exporter ça en Chine et un peu partout. Puis ça, je vous dirais, c'est gros comme marché au Québec. Tantôt, tu parlais du carburant, tu parlais des barrages, mais tu sais, nous ici, là, sérieux, c'est ce qu'on vit le plus, puis c'est un marché qui est énorme, les pêcheries. Le crabe, les crevettes, même les gens de la Côte-Nord ici, on n'est même plus capable de s'en acheter parce que c'est tellement rendu cher, ça a tellement été exporté. Puis souvent, ça c'est ce qu'on voit de plus ridicule, c'est que les bateaux, maintenant, ils pêchent devant nos maisons. Puis ils les exportent, ils les amènent directement à Québec puis à Montréal. Fait que, donc, pour les revoir chez nous, il faut qu'on les transporte avec du carburant. Fait que, il y a quelque chose à faire. Il faut qu'on aille rechercher quelque chose au niveau des pêcheries. Puis c'est fou. Ils sont gros à côté de nous autres. C'est presque une mafia maintenant. C'était mon commentaire. Ben, effectivement, j'avais vu un reportage par rapport à ça, comme quoi ça a l'air que les résidents et les citoyens, c'est tellement rendu cher en termes de produits, que c'est rendu un produit de luxe, en fait, puis qu'ils ne sont même pas capables, dans le fond, de vivre, en fait, de ce qu'ils travaillent à faire eux-mêmes en termes de travail. Je veux dire, de base, ils ne sont même pas capables. C'est quasiment ironique, ça fait penser à une époque où Ford se rendait compte, en fait, que ces Model T, la population n'était même pas capable de s'acheter un Model T à une certaine époque, quand c'était les années folles, parce que c'était rendu 1933 là, pendant la grande crise économique, là, que c'était rendu démentiel, en fait, là-dessus. Puis ça, bien, justement, tu sais, il y a des indicateurs un peu partout, à gauche, à droite, quand tu n'es plus capable d'acheter un bien qui est produit localement, bien, il y a une réflexion majeure à avoir pour il y a vraiment une réflexion majeure, effectivement. Par rapport à ça, là, pour aller, c'est ça, regarder, en fait, il faut aller regarder, en fait, c'est quoi l'écosystème, qu'est-ce qu'on peut faire pour un peu trouver des solutions par rapport à ça. Est-ce que c'est de dire, ben justement, est-ce qu'il faut qu'il y ait une transition par rapport à la pêche pour trouver d'autres façons par rapport à cet écosystème-là de faire des trucs à valeur ajoutée autrement? Tu sais, y a-tu écoute, c'est enlever le monopole. Essayer d'aller chercher les monopoles. C'est des monopoles maintenant. Fait qu'il faut aller les rechercher puis les amener dans les petites localités puis dire, écoute, en groupe, on peut se mettre ensemble puis essayer d'aller rechercher ça et ramener notre production dans nos localités d'abord
au lieu de les transporter par camion puis de les ramener, là, ou par bateau. C'est vraiment les... mais c'est vraiment Célia ça. ici qui note qu'elle va venir t'aider pendant ses vacances. J'ai vu ça. Ben écoutez, c'est vraiment intéressant. En tout cas, je vois qu'il est 57, là. Je tiens juste à te dire, Olivier, que tu es très, très, très intéressant. C'est plaisant de vous écouter. Puis on en aurait long à dire, là, sérieux. Effectivement, une occasion comme ça, je te remercie, mais le but, c'est de briser la glace, en fait, parce que très souvent, les gens « Ah! Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Le but de ça, justement, c'est d'apprendre un peu à dialoguer avec les citoyens. Quoi de mieux que les réseaux sociaux pour pouvoir essayer de divulguer justement un peu plus d'informations vulgarisées puis accessibles pour tous les citoyens du Québec. C'est un peu ça, je pense, qui est une des tactiques qu'on devrait un peu plus prendre, la voie des médias sociaux pour parler de l'économie sociale, faire des liens avec les organisations qui existent sur le terrain, miser davantage là-dessus pour justement, notamment, divulguer justement en quoi est-ce que c'est un modèle probant pour le futur, en fait. Puis savoir tout ce qui nous entoure, hein? Savoir tout ce qui nous entoure. Je m'excuse de te couper, là, mais tu sais, je sais Non, pas du tout. Vas-y. Mais savoir tout ce qui nous entoure, parce que moi, j'ai travaillé pendant 25 ans pour la SOPFEU. J'étais comptable. Puis ici sur la Côte-Nord. Puis je dirais que ça m'a pris du temps avant de comprendre que c'était une OBNL, simplement. Puis tu sais, c'est des gros organismes qu'on a, mais qui sont sans but lucratif, effectivement, puis qu'ils font du bien à toute notre population et que les gens ne le savent même pas. Fait qu'il y en a plein de ça. Je pense qu'il faut vraiment repopulariser ça, remettre ça à l'ordre du jour, puis grossir notre réseau. Aller chercher plus de monde encore. C'est en terminant, peut-être en termes d'épitaphe, c'est un peu ça, je pense, qui nous attend dans le futur. En fait, de un, on dit, c'est 11 000. C'est quoi l'économie sociale? C'est 11 000 entreprises au Québec. C'est 220 000 personnes qui œuvrent en économie sociale. C'est à peu près 47 milliards de chiffre d'affaires. C'est d'être capable, je pense, de mieux reconnaître, en fait, c'est qui ces acteurs-là sur le terrain. Puis justement, il y a plein de choses qui s'en viennent au courant du mois de novembre. Checkez bien qu'est-ce qui s'en vient par rapport à ça. Il va y avoir notamment un tag, là, je donne un peu de primeur là, par rapport à ça pour tout le monde. Il va y avoir un tag économie sociale, notamment, qui va être déployé par l'ensemble des pôles et du chantier d'économie sociale. On a Accel OS pour racheter en économie sociale, qui va être une grande base de données provinciale pour mieux trouver et repérer les fournisseurs de biens et de services en économie sociale. Ultimement aussi, je dirais, dans les grandes perspectives, il faut augmenter l'achat responsable. Puis l'achat responsable, ça peut passer notamment par l'économie sociale, pas juste l'achat local, mais l'achat aussi collectif, de valoriser davantage justement des achats comme ça auprès d'entreprises qui travaillent justement simplement à renforcer les réponses aux besoins des collectivités sur le terrain. Donc, ils ne sont pas là simplement pour la simple et bonne raison de la profitabilité, mais qu'au contraire, le but, c'est de comment est-ce qu'on peut mieux desservir l'humain. Donc, en terminant, chers humains, ce que je vous suggérerais donc, c'est de continuer autour de vous dans vos cercles de réseau à pas prêcher la bonne parole, parce que je ne suis pas un pape, puis je ne suis pas du tout un disciple non plus, mais c'est simplement de vous inviter, en fait, à poursuivre cette discussion-là puis cette réflexion-là autour de vous, que si vous avez des gens qui se posent des questions sur comment je peux développer un modèle d'affaires éthique, responsable, à la réponse justement des besoins de mes collectivités, un des bons modèles, justement, c'est notamment l'économie sociale. Puis un autre teaser que je vous lance maintenant. Pour la première fois à Montérégie, il va y avoir une cohorte de formation, de cours, de formation, un ASP de lancement d'entreprise collective que notre collègue ici, Célia Corriveau, est en train de construire avec le centre de formation des grandes seigneuries du côté de la Montérégie-Ouest. Donc, c'est une première qu'on est très fiers. Ça va lancer plus tard dans les prochains mois, au courant, je pense, du retour des fêtes. Puis, il va y avoir justement une possibilité pour tous les citoyens qui ont envie d'apprendre à construire justement une entreprise collective. Puis, ultimement aussi, sans l'oublier évidemment, parce que c'est très important, on a tout un modèle par rapport à ça pour accueillir l'émergence en économie sociale qui est Élabore, qui est un service justement d'accélération pour l'émergence de l'économie sociale. Et c'est Célia également avec Marie-Gabrielle, notre collègue aussi qui est déléguée au niveau des entreprises jeunesse, puis de tout ce qui est service aux membres, qui travaillent ensemble en tango pour pouvoir maximiser justement la levée puis la montée dans le fond de projets probants en économie sociale. Donc, n'hésitez pas à les contacter, puis à nous contacter au pôle pour n'importe quoi que vous avez envie de réfléchir, de discuter avec nous. On est très ouvert, en fait, à toutes les perspectives que ça peut impliquer par rapport à tant qu'évidemment
qu'on met au cœur de tout ça la réponse à des besoins collectifs potentiellement sur le territoire. Donc, pour moi, de mon côté, c'est pas mal la fin. Je ne sais pas si vous avez des questions en terminant. Commentaires, pas d'insultes, j'espère. J'espère que vous avez apprécié ce dîner-discussion. C'était vraiment quelque chose de léger. Essayer d'apprendre davantage, de discuter justement, puis apprendre peut-être plus sur l'économie sociale. Pour mes collègues, c'était un bon rafraîchissement. Qu'est-ce que c'est l'économie sociale? Où est-ce que c'est dans l'écosystème concrètement? Fait que ça me fait plaisir de faire des tutoriels comme ça, comme vous voyez. Donc, j'ai juste on un se petit reparle. commentaire à demander. Oui? Attends, à nos deux invités, là, je voulais savoir, est-ce que vous avez, si on leur fait, est-ce que vous allez revenir, puis est-ce que vous allez inviter d'autres mondes? Parce que ça serait vraiment hot d'entendre des voix. Non, mais sincèrement, c'est vraiment cool. On veut vous entendre. Tout à fait. Écoute, je vais commencer, moi, juste en disant que merci, merci, merci. Puis j'aime la passion que vous avez. Je suis nouvelle aussi dans votre système, puis je vais essayer d'avoir autant de passion que vous autres. Puis oui, c'est certain que je vais amener du monde. Moi aussi, je vous remercie. C'était vraiment très enrichissant. C'était 1 heure qui est passée de même. Puis là, j'ai plein de questions. Fait que oui, je vais revenir parce que je veux en apprendre plus. Puis c'est sûr que j'aimerais ça amener du monde avec moi pour les prochains parce que ça gagne vraiment à être connu. Puis j'en reviens pas comment c'est si méconnu tout ça. Là, mais oui, vraiment, là, merci beaucoup pour votre temps puis la vulgarisation de tout ça. Ben, grand merci à vous d'avoir été présent avec nous. Nancy, tu as un excellent mentor avec Adam. Adam Desbiens, ça fait quand même longtemps qu'il est dans le portrait. Puis ma chère Annie, ben, ça nous fera plaisir de te reparler si tu as des questionnements, effectivement, par rapport à tout ça. Si tu as apporté des collègues, peut-être qui sont dans le même domaine que toi, par rapport à ça. Donc, voilà, alors c'est la fin. Alors là-dessus, je vais vous souhaiter une excellente après-midi. Puis on se revoit peut-être l'an prochain, sinon avant, s'il y a d'autres intérêts par rapport à qu'est-ce que l'économie sociale ou autre chose. Donc, c'est tout pour nous sur les ondes. Bon dîner ou bon après-midi plutôt, comme je viens de dire. Et on se revoit bientôt.